Chapitre 18 28 mai 1914. Tiens, Adrien, va donc me ramasser quelques gousses de petits pois pour la soupe, s'il te plaît. Mais, maman, je viens de me lever. Habille-toi vite alors. À la table du petit déjeuner, Adrien a encore les yeux brouillés. Il a travaillé tard hier soir et le réveil est dur. Couché à 23 heures, levé à 6, il n'a pas cessé de réviser ainsi depuis 2 semaines. Aujourd'hui, jeudi, c'est le grand jour. Il passe le certificat blanc avec Lucien et 2 autres camarades. Le maire prête son bureau pour l'occasion et, hier, ils ont descendu les 4 pupitres du premier étage où se tient la classe. Cela semble vraiment étrange de se trouver dans ce lieu solennel. Adrien n'y est jamais entré. À 4 pattes dans le potager, à la recherche des gousses de petits pois qu'il décerne mal dans le jour naissant, Adrien se récite les départements français en vue de son épreuve. Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Cher, Corrèze, Corse, Côte d'Or, Côte du Nord. Il les connaît par cœur, les 86 départements, ainsi que ceux d'Algérie, d'Alger, Oran, Constantine et les territoires du Sud. Ce dernier le fait rêver. Il s'imagine le désert, les Berbères et leurs turbans bleus, en haut de leurs chameaux. Où est-ce des dromadaires? S'il part à Paris, il verra peut-être des animaux fabuleux qu'il ne connaît qu'en gravure, dans son livre de sciences naturelles. Avec sa tête des mauvais jours, Lucienne sort de la maison un panier de linge sous le bras, linge qu'elle va aller battre au lavoir. Souvent, elle annonce qu'elle se mariera avec un homme riche, qui aura des domestiques pour faire la lessive à sa place. Peut-être qu'à l'époque d'Adrien, il y a des machines pour faire ce genre de tâches ennuyeuses. « Adrien, tu as arraché un pied !» crie-t-elle. « Je te conseille de ne rien dire, sinon gare à toi !» menace-t-il. « À qui veux-tu qu'elle ne dise rien ?» fait la grosse voix de son père dans son dos. À maman ? Je ne dirai rien si tu viens m'aider à sortir cette idiote de Biquette de l'étable. Elle ne veut rien savoir ce matin, propose son père de bonne humeur. Adrien s'apprête à protester. Son examen commence à 9 heures et il pensait réviser encore un peu avant. Mais il se retient car, depuis l'enterrement d'Albert, tout va bien avec son père. Celui-ci le laisse travailler pour son certificat, même s'il n'a plus été question du petit lycée depuis des semaines. Adrien est content de retrouver un peu de complicité avec lui, et il se dit que, peut-être, il réussira à le faire fléchir. Un instant, l'idée de lui parler de la guerre l'effleure, mais il rejette cette possibilité. Simone ne le croit pas vraiment, le maître pas du tout, alors son père... Adrien lui a envoyé une seconde lettre complètement affolée à ce sujet, mais Adrien ne sait pas quoi faire, et cela le terrifie d'imaginer leur village sous les bombes. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, lui, un gamin de 13 ans, alors que personne ne veut le croire? Il sait qu'il a jusqu'au 3 août pour trouver une solution. Mais il a tant de choses à faire qu'il repousse toujours la question à plus tard. Au fond, il a envie de croire le maître et Jules plus que son ami du futur. La guerre, ici, ça paraît tellement irréel. Quand la chèvre têtue sort enfin de l'étable, alors qu'Adrien lui a poussé le derrière pendant que son père tirait sur la longe en pestant, ils rentrent prendre leur bol de chicorée ensemble. Ils n'ont rien de spécial à se dire. Ils profitent du moment et Adrien part le cœur content vers son examen. Dans le bureau du maire, il fait chaud, presque étouffant. Les premiers jours de mai ont apporté un soleil bienvenu pour les cultures, mais dur à supporter dans cette pièce sombre, capitonnée de livres. Le maire lui-même a tenu à les accueillir et il glisse à l'oreille d'Adrien. « Un jour, tu seras peut-être à cette place. » Cela décontenance Adrien. Revenir après ses études, développer l'exploitation familiale, voilà son rêve. Devenir maire pour engager leur petit village de Corbeny dans la modernité serait un but incroyable. Mais il repense à Adrien, et ce rêve s'écroule aussi vite qu'il est né. Rien de tout cela n'existera jamais. La guerre va tout détruire. Il opine de la tête avec un sourire figé tout en pensant, horrifié, que le maire et tous les autres villageois vont perdre leurs champs, leurs maisons, leur vie peut-être.
Le large bureau du maire est remisé dans un coin et les 4 pupitres sont un peu serrés. Aucun des candidats ne lorgne pourtant sur les autres. Ils ont tous conscience de l'enjeu, et maître Julien les surveille du coin de l'œil, adossé à la fenêtre avec un roman. Quand il lève la tête, Adrien capte son regard attentif, un peu inquiet. Quoique ce ne soit qu'un entraînement, ce sera le seul. La prochaine fois, ce sera pour de bon, et leur réussite, aujourd'hui, sera gage de succès en juin. La dictée se déroule bien. C'est une lettre aux écoliers d'Alsace, pour dénoncer la domination des Allemands. Adrien hésite un peu, se demandant s'il doit mettre une majuscule à « Révolution ». Le calcul lui semble simple aussi, mais la rédaction le prend de court. Votre maître vous a dit d'aimer et de respecter les arbres. Pourquoi devons-nous les regarder comme des amis? Quelle est leur utilité? Leur utilité, il la connaît bien, mais considérer un arbre comme son ami, c'est plus compliqué. Il pense alors à son seul véritable ami, Adrien, et il se l'imagine comme un chêne, une présence rassurante et solide, quoique chahuté par le vent ou les idiots gravant leurs initiales sur son tronc. Adrien reste lui-même, il étend, sans en avoir conscience, son ombre douce et patiente, offrant un sentiment de sérénité qu'Adrien n'avait jamais connu. Finalement, en posant le point final à sa rédaction, le jeune homme est fier de lui. Il est plein d'entrain pour présenter les épreuves orales de l'après-midi. Il passe en premier, récitation d'un poème de Baudelaire et leçon d'histoire sur les guerres de religion. Tout passe comme une lettre à la poste. Quand il sort du bureau, les 3 autres candidats le regardent avec envie. Il a fini et il est soulagé. Il peut profiter de son après-midi. Lucien l'ignore avec dédain quand il raconte ses épreuves, n'intervenant que pour se moquer. Baudelaire, trop facile. Et les guerres de religion, tu as dû raconter n'importe quoi, non? Toi qui papotes avec ta bonne amie en chuchotant, à l'église, au lieu d'écouter les prêches de monsieur le curé. Parce qu'il fait des cours d'histoire? Se moque Adrien avant de les planter là pour éviter une nouvelle dispute avec Lucien. Le garçon a gagné 2 bonnes heures de liberté. Alors, au lieu de rentrer à la ferme pour travailler, il flâne dans le village, observant l'activité des commerçants. Au café, les vieux papotent en patois. Ils râlent, ils se plaignent. Adrien repense avec angoisse aux mots d'Adrien. Il ne restera plus rien de ta maison, des champs de ton père et de tout le reste. Selon lui, les Allemands vont envahir la région. Ils vont occuper Laon et des combats se dérouleront à Corbeny. Tout sera détruit. Il n'y aura plus que des ruines. Les hommes iront se battre et les femmes, les vieux et les enfants seront obligés de partir, de laisser leurs fermes, leurs animaux. Maintenant que son certificat est passé, ces horribles pensées lui reviennent en tête. Mais cela n'est pas possible. Tout cela ne peut pas juste disparaître. Niant la réalité, il essaie de se convaincre qu'Adrien a inventé tout cela. Et, décidé à ne pas ruiner son temps libre en remuant ses tristes pensées, il rend visite à Jules, mais il le trouve trop occupé à ferrer un cheval pour lui parler. Il décide alors d'aller voir Simone. Elle l'accueille fraîchement, sur le pas de la porte, sans lui proposer d'entrer. « Quand même, tu te rappelles que j'existe. Mais, Simone, J'avais mon certificat, dit-elle en imitant sa voix qui déraille un peu. Cela fait des semaines que tu révises sans venir me voir. Depuis la mort d'Albert, je t'ai vu 3 fois. Je suis désolé, répond Adrien, très gêné. Tu ne penses qu'à toi, s'exclame Simone, les larmes aux yeux. Tu es aussi égoïste que ton père. C'est toi qui m'as dit de me concentrer sur mes études, de ne pas lâcher et d'aller jusqu'au bout, réplique Adrien, piqué au vif. Bien sûr que oui, mais je ne t'ai pas dit de m'abandonner, si? Qu'est-ce que vous avez, vous, les filles, à être si compliquées? Parce qu'en plus tu parles avec d'autres filles, s'exclame Simone, au bord de la crise de nerfs. Mais non, qu'est-ce que tu imagines? Je pensais à Marion, la copine d'Adrien, mon ami du futur. Ton ami du futur? Mais tu es fou, Adrien, complètement fou. Adrien est estomaqué. Jamais il ne s'est disputé comme ça avec Simone, et elle le traite à présent de fou, d'égoïste. Il serre les dents pour empêcher les larmes de venir, et il pense fort, si fort à Adrien, à ce qu'il lui a dit quand son ami s'est disputé avec Marion. Il ne peut pas se fâcher avec Simone, pas aujourd'hui. Soudain, Adrien n'a plus que cela en tête. Simone est en danger.
Ses parents aussi, et rien n'a plus d'importance que cela. Un long silence enveloppe les deux jeunes gens comme une écharpe de vent glacé. Simone frissonne, et Adrien lui prend doucement la main, réchauffant une étincelle d'or dans les yeux noirs de son ami. « Simone, s'il te plaît, dis-moi pourquoi tu m'en veux. »« Parce que, répond-elle d'une voix triste et douce, tu ne pensais déjà pas beaucoup à moi avec ton certificat. Depuis que tu as Adrien, j'ai l'impression de ne plus compter. Tu ne me racontes presque plus rien. Je ne sais pas quoi faire ici, je n'ai plus de père. Ma mère dépérit depuis la mort d'Albert et Jules se plonge dans son nouveau travail. Je me sens si seul. Excuse-moi, ma Simone. Adrien est devenu très important dans ma vie. C'est vrai, c'est un ami fidèle et généreux. Mais tu n'as pas à être jalouse. Il m'a permis de comprendre que tu es bien plus que mon ami et... Adrien s'agenouille soudain. J'aimerais que tu sois ma femme quand nous serons plus grands. J'aimerais ne jamais te quitter et que tu viennes avec moi à Laon. Je t'aime, Simone. Quand Adrien rentre chez lui, il a le cœur plus léger et l'impression qu'en fin de compte, il trouvera le moyen d'être heureux grâce à Adrien. Il pousse la porte de la maison, décidé à faire de son mieux pour aider son père et le persuader, peut-être par son attitude exemplaire, d'aller au petit lycée et d'y amener sa Simone, qui lui a dit oui. Dans la cuisine, sa mère et Lucienne observent Marthe sans dire un mot, consternée. Une toux grasse déchire le silence. La petite est malade. Mon cher ami, je suis très inquiet, car Marthe, ma petite sœur, est malade à son tour. Le temps presse et j'espère que tu pourras m'aider. Elle présente les mêmes symptômes qu'Albert, le petit frère de Simone, et ma mère a demandé à tante Jeannette de venir nous aider. Elle devrait arriver bientôt. Le docteur est passé ce matin. Il a parlé de pneumonie et nous a dit qu'il faudrait l'hospitaliser. Le seul moyen est de demander l'aide de mon grand-père. Ce que je vais faire, mais il est reparti à Paris et j'imagine qu'il ne pourra pas venir avant une semaine ou 10 jours. Ma mère a demandé l'aide de tante Jeannette, mais celle-ci dit qu'elle ne peut rien faire. Je sais que toi aussi tu peux m'aider. Pourras-tu m'envoyer des médicaments du futur? Je te remercie déjà. J'espère que cela n'a rien de compliqué. D'après ce que j'ai compris, cela a l'air plutôt simple de se soigner à ton époque. J'aimerais bien voir ça. Les gens vivent-ils plus vieux? Pour te dire, chez nous, 60 ans, c'est déjà beaucoup. Mais voilà que je me montre curieux, alors que je dois poster cette lettre au plus vite. Je t'embrasse, mon ami. Adrien. Au moment de sceller l'enveloppe, il a une idée subite. Là voilà la solution pour sauver sa famille. C'est une lettre. Une simple lettre. Il sait maintenant comment sauver tout le monde de la guerre. C'est tellement évident. Il reprend une feuille blanche et commence à écrire. Grand-papa, j'espère que tu liras cette lettre au plus vite. Marthe est gravement malade. Elle risque de perdre la vie si on ne la soigne pas à l'hôpital rapidement. Maman est enceinte et je crains aussi pour sa santé. Nous avons besoin de toi. Viens nous chercher s'il te plaît. Emmène-nous à Paris pour qu'elle soit en sécurité. Ton petit-fils, Adrien. Il sait que la lettre arrivera sûrement trop tard pour qu'il puisse aider Marthe. Mais c'est sûr, dès que grand-père l'aura en main, il viendra en personne à la maison et il pourra tous les amener en lieu sûr. Si Marthe ne meurt pas avant. Oh Adrien, pense-t-il, j'ai vraiment besoin de ton aide. Adrien finit ses lettres et laisse son regard planer sur la cuisine. C'est tellement silencieux sans le babillage et les jeux de Marthe. Pour l'instant, maman l'a allongée sur la banquette près du feu, pour qu'elle n'ait pas froid. La nuit, elle va dans le lit d'Adrien. Il le lui a laissé, parce qu'il est plus confortable, et il dort sur une nappe près d'elle. En fait, il ne dort plus vraiment depuis 2 nuits. Il l'écoute respirer difficilement. Il a peur. Peur de la mort. Peur de la guerre. Il faudra qu'il trouve le moyen d'emmener Simone avec eux. Il ne pourra pas la laisser derrière lui.